Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. Après quelques mois d'absence pour ma part, je me suis lancée dans une aventure autre que celle du voyage d'exploration, celui de la maternité. Donc voilà, je suis revenue dans les bureaux de Grands Espaces récemment et je suis ravie d'animer de nouveau ces conférences en ligne. Je constate que vous êtes toujours aussi nombreux à assister à nos conférences, donc c'est toujours très engageant pour nous. Merci pour cela. Ce soir, donc, le webinaire est consacré à l'Ocean Nova, notre bateau de légende, notre bateau amiral, si je puis dire, avec lequel nous opérons depuis 2012 et sur lequel de nombreux passagers, nombre d'entre vous qui êtes là ce soir, avaient vécu de superbes moments d'exploration des modes polaires, tant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc, pour nous présenter l'Ocean Nova et ses itinéraires 2025 ce soir, Christian Kempf est avec nous. Christian Kempf, que je représente pour certains d'entre vous, donc le fondateur de Grands Espaces qu'il a fondé en 1998. Christian Kempf parcourt l'Arctique depuis plus de 50 ans et c'est son expérience qui a forgé Grands Espaces, qui s'appuie sur son expérience inégalée. Il est l'auteur aussi de nombreuses publications scientifiques et de 26 livres, dont 14 sur l'Arctique. Et ses travaux ont été notamment récompensés par les prix les plus prestigieux, dont le prix du président de la République, le prix européen de la conservation de la nature et d'autres encore. Donc, nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Nous allons débuter, comme d'habitude, la présentation avec Christian. Je vous laisse, comme d'habitude également, participer via le chat, donc via la petite icône que vous avez en bas à droite de votre écran, et puis nous poser vos questions auxquelles on reviendra évidemment à la fin de ce webinaire. Donc, je poserai les questions en direct à Christian qui répondra, si nous avons le temps, à tout le monde. Christian, je vous laisse à présent la parole pour nous parler de l'Ocean Nova et de ses itinéraires. Avec grand plaisir. D'abord, je vais vous parler un petit peu de l'Ocean Nova. Ensuite, je vais vous parler de 3 voyages et ensuite, on répondra aux questions. Mais d'abord, évidemment, un grand bonjour. D'abord aux personnes qui sont sur l'Ocean Nova en ce moment, en Antarctique. Ils ont eu un moment de mauvaise mer, évidemment. C'est le lot de l'Antarctique. Ils ont eu aussi des moments merveilleux. Ils ont toujours des moments merveilleux. Donc, un grand bonjour à eux. Alors, bonjour aux curieux qui nous voient peut-être pour la première fois ou qui ne nous connaissent pas bien. Mais j'ose dire surtout bonjour à tous ces passagers. Je n'ai pas de compte précis, je devrais en avoir, mais je ne l'ai pas fait. Mais depuis une douzaine d'années, ce sont plus de 3000 personnes qui sont parties avec nous sur l'Ocean Nova. Au rythme de croisière que nous avons, même plus de 3000. Et à toutes ces personnes, ce bateau, Ocean Nova, que je connais moi quand il s'appelait encore Sarpitikut, a véritablement marqué nos esprits. Alors l'année prochaine, nous allons faire des voyages, nous allons faire nos derniers voyages à bord de l'Ocean Nova. Alors pourquoi en fait les derniers voyages, pourquoi abandonner ce bateau d'une certaine manière qui nous plaît tant? Il y a 2 raisons à ça. D'abord, il y a une raison profonde, fondamentale, qui est le fait que nous ayons décidé à Grands Espaces, après avoir refusé des offres d'ailleurs, venant de certaines compagnies, à participer à des aventures industrielles, commerciales, de bateaux de 130 passagers. Nous nous sommes clairement positionnés dans les petits bateaux, pour des questions d'environnement. Mais de plus en plus, la plupart d'entre vous ont envie d'une aventure personnelle, réelle, et même 100 personnes, peut-être même 70, c'est déjà assez nombreux. Et d'autre part, en termes, cette fois-ci pour mon environnement, et de visite des communautés, il vaut mieux être 12 ou 36 que plus nombreux. C'est pour ça que nous avons, et que nous sommes engagés, que nous avons décidé il y a 2 ans maintenant, de vraiment prendre un cap qui est double. Un cap pour 2025-2030, et il est double. Premièrement, d'aller vers des bateaux plus petits, et deuxièmement, également, d'avoir des
considérations donc environnementales automatiquement plus importantes, mais aussi au niveau des bateaux. Donc pour cela, c'est une des premières raisons pour lesquelles nous laissons l'Ocean Nova, car l'Ocean Nova a 70 passagers et nous ne pouvons pas, nous, avoir un bateau de 70 passagers à côté d'autres bateaux qui ont 12 places, qui ont 36 places, etc. Nous ne sommes pas un des majors mondiaux de la croisière expédition, nous sommes des orfèvres de la croisière expédition, j'ose le dire, parce que nous connaissons parfaitement bien le terrain, nous savons très bien ce que nous faisons, infiniment mieux que d'autres, pardon de le dire, mais en revanche, nous ne sommes pas les poids lourds, nous sommes des welters, des super welters. La deuxième raison, je dirais, pour laquelle nous laissons tomber l'Ocean Nova à partir de 2026, donc nous l'utilisons qu'en 2025, je dirais qu'elle est technique, mais j'ose vous le dire, c'est que quand nous avons signé, il y a maintenant quelques années, en 2017, pour l'Ocean Nova, nous l'avions déjà utilisé auparavant, les contrats avec l'armateur sont toujours 3 ans. Et là, ça nous aurait amené en 2026 jusqu'en 2029. Et le confort de l'Ocean Nova, ça va. C'est un bon 3 étoiles. On y mange très bien. Le personnel est remarquable. Les officiers sont parmi les plus compétents que j'ai jamais connus. Et je travaille de manière fabuleuse avec les officiers. En revanche, le bateau en tant que tel, les cabines en tant que telles, méritent un niveau d'hôtellerie meilleur dans les années à venir. Et je ne voulais pas bloquer, si je puis dire, le confort de l'Ocean Nova, car il restera ainsi pour 3 ou 4 ans de plus. Donc voilà, c'est pourquoi l'an prochain, nous allons faire nos derniers voyages à bord de l'Ocean Nova. Et puis, c'est quoi l'Ocean Nova? C'est un petit bateau de 70 places. C'est un bateau qui est fait pour les glaces. Il est de classe 1B ou 1C, dans les anciennes, ou PC6, si je puis dire, dans les nouvelles classifications. Et donc, il est très à l'aise dans la banquise. Donc, aller dans les glaces, aller dans la banquise, ça, c'est de l'Ocean Nova. Ensuite, l'Ocean Nova a été construit en 1992 pour être l'express côtier de la côte ouest du Groenland et rallier les communautés. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, enfin, on n'a plus de cabines à 4, mais qu'il y avait des cabines à 4, etc. Bon, on les a condamnés, on a transformé ça en cabine double, mais il reste que l'Ocean Nova était un bateau groenlandais qui s'appelait le Sarpiq-Ituk, à côté du Sarfik-Ituk qui était son bateau sœur. Et aller au Groenland, que ce soit sur la côte est ou que ce soit sur la côte ouest, mais il n'y a pas de meilleure destination pour cette Ocean Nova. Alors, l'année prochaine, et c'est pour ça que je suis là, que je dois vous expliquer, quelques aménagements de croisière et une croisière en plus. En effet, d'abord, on a ajouté une croisière début juin. C'est tout simple. C'est parce que les 2 premiers voyages au Spitzberg sont quasiment complets et que d'un autre côté, on a une forte demande. Sur 225 places disponibles au Spitzberg, il n'y a plus que 35 places. Donc, on a décidé de faire un voyage qui aille vers la banquise, je vais vous en parler, et qui aille aussi vers le Spitzberg. Donc, on a ajouté un voyage et je vais vous en parler. Et ensuite, on a changé le lieu d'arrivée ou de départ d'un voyage, enfin de 2 voyages qui sont au début. Parce que l'an prochain, ce sont les 100 ans d'un village de 350 habitants seulement, d'un village emblématique de la côte est du Groenland, Ittoqqortoormiit. Et il y a un aéroport ou une piste pas loin. Et nous faisons donc arrêter un voyage Ittoqqortoormiit et nous reprenons sur le voyage suivant afin que tout le monde puisse voir. Alors soyons clairs, il n'y aura pas de feux d'artifice quand les bateaux viendront, il n'y aura pas même de banderoles pour les 100 ans. En revanche, c'est le moment où le musée du village rouvrira, c'est le moment où, sachez que Grands Espaces a une base maintenant là-bas, et que effectivement c'est un village inuit qui a tout notre intérêt, et nous tenons à vous le faire connaître. Donc, ce réaménagement nous a amené donc à changer le programme et à changer le programme des montagnes que nous verrons, des montagnes de l'Arctique, mais de l'enrichir en le faisant arriver à Ittoqqortoormiit et la croisière suivante, de le faire partir d'Ittoqqortoormiit jusqu'à Ilulissat, donc une croisière plus longue en trajet, mais en revanche extrêmement riche en d'iceberg évidemment, et en communauté inuit. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler. D'abord, on va maintenant regarder
quelques photos de l'Ocean Nova avant de vous parler de ces croisières. L'Ocean Nova, donc, vous le voyez par rapport au paysage, c'est un bateau qui est taillé pour les glaces. Ici, il est dans les icebergs de la côte ouest du Groenland. La photo, on va passer les photos au fur et à mesure. Hein. Là, ce sont de nouveau ces grands champs d'icebergs qu'on trouve d'ailleurs tant sur l'est que sur l'ouest du Groenland avec les Zodiacs. Il y a 8 Zodiacs à bord de ce bateau de 70-75 passagers, ce qui nous permet et ce qui nous a permis par le passé de faire tellement d'expéditions Zodiacs. Ici, nous sommes sur la côte est du Groenland avec ces icebergs en arche monumentaux et puis évidemment, c'est un effet d'image. Hein. Il est hors de question que l'Ocean Nova soit sous cette arche. En revanche, ce sont des images dont certains se souviennent. C'était des moments fabuleux que de voir toujours ces icebergs en arche ou alors de faire ces navigations le long ici de la plus grande barrière de glace de l'hémisphère nord avec la glace qui fond. C'est la terre du nord-est et nous sommes ici au Spitsberg et nous croisons pendant 10 heures le long de ces 160 km de glace. Ensuite, évidemment, c'est la banquise. Ici, c'est une image de drone. Nous avons régulièrement des drones, surtout quand nous sommes dans la banquise. Cela nous permet parfois de voir, de trouver un cadavre de morse, un cadavre de baleine au loin sur la banquise et de savoir vers où on va. Et le bateau est très à l'aise dans la banquise. Souvent, nous le suivons au Zodiac, car quand il avance, il remue un peu la banquise, donc le plancton est plus accessible pour les mouettes, et ce sont les mouettes ou les mouettivoires ou les mouettes tridactyles qui papillonnent derrière le bateau. C'est toujours un bonheur et un plaisir. Alors, c'est de nouveau un effet d'image. Nous sommes ici au nord du Spitsberg avec une colonie de morses. On ne les voit pas tous, hein. Ils étaient 300 environ, puis derrière, au loin, à plus d'1000 marins, on va dire, et c'est l'effet du téléobjectif. Nous voyons ce bateau. Mais si je vous ai mis cette photo, si je vous ai mis également 2-3 photos suivantes, toujours avec un effet de téléobjectif, hein, soyons clairs. Hein. C'est pas du trafic de photos, si je puis dire, mais c'est un effet de téléobjectif. Vous voyez, là, l'Ocean Nova est encore très très loin, mais le zoom, si je puis dire, ou le téléobjectif rapproche, mais c'est que c'est un bateau qui est fait pour l'observation de la faune. Ici, l'ours, et puis sa mouette ivoire. Alors, de temps en temps, vous avez des sources, et vous le savez, je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ça. Vous avez des ours qui s'approchent de l'Ocean Nova, qui s'approchent des bateaux pour voir, mais c'est quoi ce grand truc bleu? Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Ben non, il n'y a rien à manger, mais il y a à se faire photographier. Et on va voir sur les 2 photos suivantes l'un des moments les plus cocasses que nous ayons vécu en revenant de croisière en Zodiac. Le bateau s'est fait laisser prendre par la banquise et puis un ours a dérivé devant le bateau. Alors il était quand même assez loin du bateau encore, ce qui fait que la passerelle d'embarquement était baissée, sinon elle serait relevée évidemment. Mais finalement, on a dû contourner à la fois l'ours et la banquise pour arriver ensuite, photo suivante, sur le bateau. Et cela avec un ours qui nous regarde en disant « Mince, là j'ai perdu mon repas de midi ». Voilà donc quelques photos de l'Ocean Nova et je voudrais maintenant vous parler de cette expédition banquise. Je vais d'abord vous en dire 2 mots et ensuite on va la revoir en images. Cette expédition banquise, elle est à part. C'est la première fois que Grands Espaces, mais que d'autres compagnies de croisière aussi prennent le parti, j'ai envie de dire le pari, d'aller longtemps, 8 jours dans la banquise. On y sera peut-être 7 jours, on y sera peut-être 10, ça dépendra des observations. En effet, la banquise, ce n'est pas pour ça que nous y allons, c'est pas parce que c'est un monde en voie de raréfaction, c'est d'une réalité. Chaque année, il y a 90 000 km de banquise 90 000 km² de banquise en moins, mais c'est un monde qui mérite d'être connu. La plupart du temps, nous, en premier, mais la plupart des compagnies papillonnent dans la banquise. Ils approchent de la banquise et on la longe un peu, on fait une croisière en Zodiac, si tout va bien, on trouve un morceau de glace et on débarque, et tout le monde est content, et voilà. Mais là, c'est pas cette optique. L'optique est très différente. Nous ne sommes, c'est clair, pas une organisation scientifique, mais à l'instar des scientifiques qui se font piégeants dans la banquise, qui se font dériver dans la banquise, voilà notre objectif. On va aller dans la banquise de l'est du Groenland, on va la remonter, on va pas se laisser dériver parce que sinon on se retrouverait en Islande, mais on va remonter et on va prendre tout le temps. Pour un trajet qui normalement est couvert en 3 jours, on mettra 8 jours. Autant vous dire que il y a des choses neuves aussi. C'est que depuis quelques années, nous avons toutes les 2 heures données par la NASA, en l'occurrence,
l'évolution de la banquise en photographie. Et d'autre part, nous avons, par le biais de logiciels qui nous sont accessibles sur l'Ocean Nova, nous savons où il y a du brouillard ou là où il n'y en a pas. Donc, nous allons aller dans cette banquise. Alors, cette banquise, on va la vivre. On ne va pas tout simplement y aller puis se dire, ben, il y a un ours ou il n'y en a pas. Non, on va attendre, chercher l'ours, on va chercher les morses, on va chercher les baleines. Car les animaux sont là dans la banquise. On verra tout à l'heure avec les photos quels animaux. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de cette expédition banquise, mais évidemment dans la mesure où on part d'Islande, l'Islande est connue au mois de juin comme étant riche de baleines, et qu'on arrive au Spitzberg qui est riche de morses, qui est riche de phoques, on ne va pas négliger, on va également passer du temps au Spitzberg, puisqu'on passera 4 ou 5 jours sur les côtes du Spitzberg, et il y aura évidemment au gré de ces journées qui seront des journées d'observation, des journées de croisière dans la banquise. On aura évidemment un panel de conférenciers qui, j'en suis sûr, sauront vous ravir. Donc, on va maintenant voir cela en images et on va d'abord regarder la carte de glace. Pour pas mal d'entre vous, vous connaissez maintenant ces cartes de glace qui sont publiées par l'Institut météorologique norvégien, avec en rouge la classe compacte. Mais vous voyez qu'au mois de juin, nous sommes ici le 6 juin, de cette année, nous avons une glace rouge qui prend toute la côte est du Groenland, donc on ne peut pas aller contre la côte est. En revanche, notre bateau peut aller dans de la glace verte, jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une mer couverte jusqu'à 40, 60%, parfois 80% de glace quand il s'agit de glace orange. Et c'est cette glace qui nous intéresse. Nous allons partir d'Islande pour longer cette glace. Alors que fait cette glace le long de cette côte est du Groenland? Pourquoi y a-t-il ce bandeau? C'est que tout le bassin polaire, les quelques 8 millions de kilomètres carrés, et de 8 à 12 millions, c'est ce qu'on considère comme le bassin polaire, d'océan, de l'océan glacial arctique, se vidange ici dans le détroit entre le Spitzberg et le Groenland. Vous situez le Spitzberg, le Groenland à gauche, le Spitzberg au centre, qui est le détroit de Fram. Il y a 3000 kilomètres cubes de glace qui passent tous les ans là-dedans, dans un grand courant, et cette glace va se perdre au sud du Groenland. Nous allons longer cette glace. Nous allons longer cette glace qui est particulièrement intéressante. Alors maintenant, on va le voir au travers des photos. D'abord, quand on sera au large de l'Islande, on verra. Alors, ça, c'est l'Ocean Nova dans la banquise. Et la photo suivante va de nouveau nous le montrer, cette fois-ci dans de la banquise de fjord qui dérive au large. Nous n'allons pas casser la banquise de fjord dans les fjords, car c'est un milieu de vie qui est important. En revanche, quand elle dérive au large, nous pouvons nous y tanker, comme on dit dans le jargon. Et au large de l'Islande, donc, on aura vu certainement des baleines. Et voilà les paysages qu'on a. L'Ocean Nova, souvent, est pris dans de la banquise très dense. En zodiaque, on avance un petit peu, mais c'est l'occasion d'avoir une autre vue, surtout de réaliser des photographies vraiment de cet univers de glace qui est totalement magique. Et voilà les photos qui viennent donc des baleines. Ici, ce sont il y a plusieurs espèces de baleines. Baleines bleues, des rorquals de mink ou des petits rorquals, des baleines à bosse. Mais le long de la banquise, au mois de juin, le long de la banquise du Groenland, il y a des baleines qui sont très présentes. Donc, il est clair que nous allons débuter avec des observations de baleines et nous resterons le temps qu'il faudra pour bien les voir. Ensuite, nous remontons vers le nord, vers des endroits où, par endroits, certaines nuits, quand le soleil est au-dessus de l'horizon, mais flirte avec l'horizon, la banquise peut encore se former, se faire et se défaire. Nous continuons toujours vers le nord. Et puis évidemment, la banquise, c'est le lieu où il y a des ours blancs. Alors, nous ne le verrons probablement pas aussi bien que cet ours qui est photographie de nouveau prise au téléobjectif, évidemment. Mais ce point blanc, il est très régulier quand même sur la banquise de l'est du Groenland. Cette année, au printemps, il y a un cadavre de baleine qui a été trouvé sur cette banquise et il y avait dans un rayon d'environ 5 km, il y avait 52 ours. Nous verrons probablement des ours sur cette banquise. Nous avons réalisé cet automne des voyages sur la côte est du Groenland et à chaque voyage, on a vu une quinzaine d'ours au moins. Donc, c'est une banquise à ours. Et pourquoi y a-t-il des ours? C'est qu'en fait, vous avez 3 endroits au monde où il y a des phoques du Groenland. Il y a plusieurs espèces de phoques.
l'annelé, le barbu, le faucon marin et le phoque du Groenland. Il y a 3 endroits au monde où il y a des phoques du Groenland, où ils se reproduisent, près de l'île Wrangel, en Russie, en mer Blanche, en Russie, et au large du fleuve Saint-Laurent, au sud du Groenland. Maintenant, de plus en plus au nord, parce qu'il y a de moins en moins de glace vers le Saint-Laurent. Et les jeunes restent ensemble de longs moments. Regardez, ce sont parfois des concentrations de centaines de phoques que l'on voit. Et alors, évidemment, à ce moment-là, on met les zodiacs à l'eau et on les voit de plus près. Et on va le voir dans les photos suivantes. Ce sont typiquement les jeunes phoques du Groenland tachetés. C'est eux qui sont ce qu'on appelle les blanchons de Madame Brigitte Bardot, et qui deviennent ensuite gris avec des taches brunâtres, avec la robe noire que vous avez, blanche et noire, que vous avez pour les adultes un peu plus loin. De nouveau l'ours, évidemment, qui maraude. Vous le savez, les ours marchent sur la banquise et sur la terre ferme. Et il y a une population d'ours sur l'est du Groenland. C'est celle-là que nous allons viser, parce qu'elle est rarement sur la banquise très compacte. Elle y est pour trouver les trous d'expiration de phoques, mais les ours sont la plupart du temps dans la banquise relativement peu compacte, donc en lisière, parce que c'est là que les phoques sont les plus nombreux, et c'est là aussi que baleines blanches, narwhals, qui ont leur quartier d'été sur cette banquise ou le long de cette banquise, viennent respirer, et c'est donc tout à fait normal que les ours s'y trouvent en un nombre un peu plus grand. Attention. On ne fait pas des safaris à l'ours, on ne va pas voir des dizaines et des dizaines d'ours, mais nous risquons fortement d'en voir quelques-uns. Et voilà un oiseau qui fait frémir tous les ornithologues, qui est plus rare que l'ours blanc. Il y a peut-être 22 000 ours au monde, mais il n'y a que quelques milliers de mouettes blanches ou mouettes ivoires. C'est une mouette extraordinaire et dont on aura l'occasion de parler, et on la verra. Elle est souvent liée aux ours, car c'est un charognard, je dirais, par rapport au poids que laisse l'ours sur la banquise. Alors quand on monte la côte est du Groenland, on a de la banquise, c'est évident. Peut-être au loin, si à un moment le ciel est bon, on verra les côtes au loin. Mais la banquise nous empêchera, on dit compacte, nous empêchera d'y aller. En revanche, nous risquons de voir, et nous verrons probablement la Holt Iceberg, et certainement la Holt Grand Iceberg tabulaire. Ces icebergs immenses qui viennent d'un grand fleuve de glace qui est le North East Greenland Ice Stream, le Négis, et qui donne des icebergs tabulaires gigantesques. Et pour nous, ce sera l'occasion de faire ces tours d'iceberg, si tant est qu'ils soient dans la mer dégagée, qu'ils ne soient pas pris pleinement dans la banquise et qu'on puisse faire le tour en bateau ou en zodiac. Ce sont des plateformes de glace tellement grandes que, figurez-vous, durant la dernière guerre mondiale, l'armée américaine avait même pensé à un moment en faire des porte-avions flottants pour ces avions qui devaient surveiller les convois du Nord et qui allaient vers Mourmansk, depuis l'Amérique en longeant le Groenland vers l'Islande et le Groenland et la Russie. Donc, ces icebergs tabulaires sont des morceaux de glace, non pas de mer, c'est pas de la banquise, c'est de la glace d'eau douce, et c'est l'un des traits les plus impressionnants de la côte est du Groenland. On a des icebergs tabulaires en Antarctique, on les a un petit peu en d'autres endroits, mais c'est sur cette côte est du Groenland que nous allons voir en longeant la banquise que se trouve le plus grand champ d'icebergs tabulaires. Alors évidemment, quand on débarquera plutôt 2 fois qu'une sur la banquise, quel est l'intérêt de débarquer? D'abord, évidemment, quand on débarque, on prend un petit verre de champagne et puis on dit on a marché sur la glace. Mais nous organisons, alors nous sommes festifs en ce moment sur cette photo, mais la plupart du temps nous marchons sur la banquise pour essayer de faire comprendre ce qu'était autrefois une exploration vers le pôle Nord sur cette banquise, pour parler à tout le monde de la manière dont on dort sur la glace, dont on monte une tente sur la glace, de la manière dont la glace dérive, et pour montrer à tous les étangs de fonte de glace, montrer les agglous, les trous de respiration. C'est tout un monde, la banquise. Très souvent, vous savez, il y a des gens qui me disent quand on voit une plage, oh, mais c'est une plage, il n'y a rien à faire ici, il y a que des cailloux. Ben oui, la banquise, c'est que de la glace. Mais les Esquimaux ont une 20aine de mots différents pour parler de la glace de mer, une 40aine de mots pour parler de la glace. C'est autant vous dire que quand on connaît la glace, et c'est notre but de vous la faire connaître, ben ma foi, on arrive à l'aimer. Et donc, on va débarquer plutôt 2 fois qu'une sur la banquise, avec là en avant-plan les étangs de fonte. C'est la neige qui fond,
et qui n'est pas en contact avec l'eau de mer, et donc il y a enfin c'est pas le reflet à vrai dire, hein, c'est le bleu du spectre de la lumière qui est capturé par cette eau et qui donne cette couleur magnifique des étangs de fonte de neige sur la banquise. Et de temps en temps, on a aussi un petit peu de brouillard qui tombe. Alors ça donne un côté d'explorateur. Et nous abondons sur les plaques de banquise avec les zodiacs, mais la maison n'est jamais loin. Ensuite, tout lentement, on va aller vers la côte nord du Spitsberg. Il y a une compagnie hollandaise qui également fait comme nous, mais va simplement passer 4 jours dans la banquise, non pas 8 jours, mais 4 jours dans la banquise au Spitsberg. Pourquoi? Parce que au large du Spitsberg, la faune est plus abondante. Vous savez maintenant qu'on n'a plus le droit d'approcher les ours à moins de 300 mètres au Spitsberg, qu'il n'y a que 43 sites où l'on puisse débarquer. Il y a un certain nombre d'autres sites qui ne sont pas dans des parcs nationaux où on peut débarquer, mais l'accès au Spitsberg devient de plus en plus limité, mais il faut y aller. C'est là qu'on peut garantir, je dirais, les morses. Tous les ans, il y a 8% de morses en plus, une population qui se porte bien depuis qu'elle n'est plus chassée, depuis 1952, et nous irons voir nos morses du Spitsberg. Nous verrons aussi ces paysages. Ici, nous sommes dans la région du fjord de Smerenburg, fjord connu des baleiniers, mais fjord connu aussi par tous les amoureux de glaciers et de nature, car le glacier, ce qui recule, hélas, beaucoup, comme la glace de mer, la glace de terre recule également beaucoup, ce sont encore des paysages d'une beauté totale. Ici, le glacier de Monaco, plus exactement tout devant un glacier qui s'appelle le glacier d'Eric, derrière un glacier de Monaco, dans le livre des fjords. Nous essaierons de voir s'il n'y a pas de banquise de fjord, et ce sont ces paysages que nous verrons à la fin de ce voyage, qui nous amènera donc d'Islande, mais principalement 8 jours de banquise ou 9 jours, avec cette banquise et ces paysages, ce soleil qui flirte avec l'horizon. Car nous sommes encore relativement bas en Islande. En revanche, quand on ira vers le Spitsberg, on terminera le 18 juin, c'est-à-dire à 3 jours du 21 juin, solstice d'été, moment où le soleil est au plus haut, et nous aurons vraiment le jour permanent, 24 heures sur 24, ce qui nous permet encore d'augmenter nos chances de voir des ours. Je voudrais vous dire maintenant quelques mots sur le dernier voyage que nous avons réaménagé, donc l'exploration. Le premier voyage, l'exploration arctique. Le but de ce voyage est de permettre à tous les participants, en fait, d'avoir une vue sur tous les grands sites du Spitsberg. Une sorte d'au revoir de l'Ocean Nova, car l'Ocean Nova ne reviendra probablement pas au Spitsberg, et nous allons partir très vite en faisant le tour du Spitsberg. Je vais être plus court là pour vous montrer plus de photos, mais sachez que 2 objectifs. Premièrement, faire pas tout à fait le tour entier, mais aller sur la côte est du Spitsberg et faire le tour du Spitsberg. Ensuite, profiter de la banquise, mais profiter aussi de l'est du Groenland, et on va le voir maintenant en image. Évidemment, en allant sur la côte sur la côte du Spitsberg, on ne peut pas ne pas manquer ce qui sera notre première escale, c'est le fjord de Lillehammer. Un grand fjord et un grand front de glace de plus de 7 km de longueur. Ces pics éclatés par le dégel, avec d'un autre côté les glaciers qui noient les vallées, c'est l'image d'Épinal du Spitsberg. Et nous allons la voir. L'idée est, en quelques jours, de voir les points forts du Spitsberg. Le second point fort du Spitsberg se situe, avec la photo suivante, dans le fjord de Smerenburg, où il y a une colonie de morses bien installée. Si d'aventure elle n'était pas là, on irait ailleurs, il y a d'autres colonies de morses, mais l'autre point fort du Spitsberg, dans ces fjords, c'est l'abondance de la faune. Et ensuite, nous irons de nouveau, c'est de nouveau la photo du glacier de Monaco, nous irons revoir cet endroit magnifique qui porte son nom d'ailleurs, qui se trouve dans la terre Albert Ier, qui porte son nom car le prince souverain Albert Ier a organisé, sponsorisé et organisé et était à bord d'expéditions à la fin du 19e siècle et en 1906-1907 au Spitsberg et a fait énormément de travaux scientifiques et d'où les noms glacier de Monaco, montagne de Monaco, glacier de Tiner qui était
l'aquarelliste des expéditions et d'autres. Ensuite, nous continuons notre route. Nous passerons rapidement par une île qui s'appelle Moffen pour arriver ensuite dans le détroit du Huinlupen à la colonie d'oiseaux la plus spectaculaire. Ceux qui la connaissent ont tout de suite reconnu ces orques de basalte fabuleux qui hébergent ici dans le détroit qui sépare l'île principale du Spitzberg de la terre du Nord-Est une colonie de près de 300 000 oiseaux. C'est une fête sauvage fabuleuse que nous verrons au mois de juin, où les oiseaux sont les plus nombreux dans cette colonie. Ensuite, on ne peut pas ne pas aller. Alors, on va composer avec la banquise, mais logiquement, nous devrions pouvoir aller également le long du plus grand front de glace de tout l'hémisphère nord. C'est en fait le front de glace de la calotte de la terre du Nord-Est et qui, au mois de juin, voit en fait sa neige fondre, donnant des falaises de glace d'une part, mais donnant sur ces falaises de glace des cascades et des séries de cascades impressionnantes. Ici, nous sommes devant ce front de glace, et ça, c'est une image typique du mois de juin, quand la neige fond et que l'ensemble de ce front de glace est animé par ces cascades de glace, des spectacles absolument magnifiques. Ensuite, on prend la route vers le sud, vers la région de Hornsund. Alors, je dois vous dire avec beaucoup de sincérité, cela dépendra de la glace. S'il y a beaucoup de glace dans le Grand Fjord, le Storfjord, comme on l'appelle, on ira vers Hornsund, que vous voyez là. S'il y a beaucoup de glace dans Hornsund, on ira vers le Storfjord. Ça dépend de la banquise, car il y aura encore de la banquise. Et qui dit banquise, de ces possibilités d'ours évidemment, mais de toute manière, vu d'un côté comme de l'autre, ma foi, ce sont les sommets culminants, les montagnes du Spitzberg, c'est là qu'on commence à les voir, avec le Hornsund, 1431 mètres d'altitude, et puis alors ces fjords. La particularité du mois de juin, c'est que les baleines côtières, et notamment les baleines blanches, sont encore assez régulières au Spitzberg. On les voit tout l'été, mais au fur et à mesure que la banquise fond, elles vont plus vers l'est, hein, et on a pas mal de chance sur l'ouest de voir les bancs de beluga ou de baleines blanches. Ensuite, nous partons pour un séjour dans la banquise. Je ne vais pas reparler de la banquise, si ce n'est en vous faisant un petit clin d'œil, car sur la première plaque, vous voyez une traînée. Ce sont des traces d'ours. Où est l'ours? À vous de le trouver, ou à nous de le trouver ensemble. Photo suivante. Alors la banquise prend parfois, ici avec une photographie de Florian Ledoux, des formes tout à fait extraordinaires. Comment se forment ces formes-là? Comment se fait cette banquise? C'est tout un monde qu'on va vous expliquer aussi, non seulement lors du premier voyage, mais aussi lors de ce voyage-ci. Et à force de banquise, tôt ou tard, on risque de voir un ours. Et enfin, nous arriverons bientôt, avec la photo suivante, sur la côte est du Groenland. Et ce village de 350 âmes, qui s'appelle Ittoqqortoormiit, qui a été fondé en 1925, parce que un certain nombre de Danois, dont notamment Einar Mikkelsen, avaient vu qu'il y avait des famines dans le village de Sassilak, situé à environ 1000 km au sud, et que là, à Scoresby, il y avait un fjord extrêmement riche de faune. Ils se sont dit, on va faire en sorte que des Inuits puissent s'installer ici pour éviter des famines. Depuis, ce village est passé par un pic à plus de 550 habitants. Maintenant, il n'y a plus que 350 habitants, mais c'est l'un des villages les plus du bout du monde, les plus isolés du monde, et surtout, c'est la porte d'entrée, d'une part, du parc national du nord-est du Groenland, et d'autre part, du plus grand fjord du monde. 330 km de longueur, le Scoresbysund, et avec, aux alentours, ces autres fjords qui piègent des icebergs tabulaires. Nous n'allons pas aller qu'à Ittoqqortoormiit, nous allons aussi aller dans le Scoresbysund ou dans les fjords qui sont juste aux alentours. Un au revoir à ces grands sommets. Dans le Scoresbysund, contrairement au Spitzberg, la côte est du Groenland est extrêmement montagneuse, avec des sommets qui flirtent facilement avec les 2000 mètres d'altitude, souvent les dépassent, mais nous serons dans une région à 2000 mètres d'altitude environ, avec des sommets à 2000 mètres d'altitude. Et ce sera, depuis Constable Point et la piste en gravier, le temps de prendre notre avion pour survoler une dernière fois le Groenland et nous retrouver en Islande. Et une dernière photo nous montre les paysages de ces glaciers et qui donnent ces icebergs très nombreux et qui vont en mer. Ça, c'est le voyage au revoir à l'Ocean Nova où nous avons voulu mêler
les deux points forts de l'Ocean Nova, je dirais, qui sont le Spitzberg et la côte est du Groenland, avec néanmoins beaucoup de navigation, car nous faisons tout le tour du Spitzberg. J'aime autant vous dire que il faudra pas beaucoup dormir. Hein. Il se peut, par exemple, que nous soyons le matin près d'une base scientifique au Spitzberg, je pense à la base de Kinvika, et que le soir à 23h ou à minuit, nous soyons sur un autre lieu. Ceux qui veulent dormir, dormiront. Mais on vous inviterait tous à ne pas dormir, et être sur les ponts pour voir la grande falaise de glace, pareil au Groenland. Nous aurons été au Courtomite pour ne pas déranger les gens pendant des heures de jour, mais juste en face, c'est une côte fabuleuse. Et nous risquons là aussi de voir des glaciers qui se jettent à la mer avec des populations d'oiseaux en plus. Donc, ce sera vraiment un voyage qui sera très très dense. Pardon. Alors, quelques derniers mots sur la grande croisière du Groenland. Je n'ai pas honte à l'appeler la grande croisière du Groenland, car il n'y a pas de croisière qui aille d'Ittoqqortoormiit jusqu'à Ilulissat. La plupart du temps, les croisières s'arrêtent soit à Nuuk, où maintenant il y a un aéroport international, ou à Kangerlussuaq, mais ne vont pas jusqu'à Ilulissat. Et les croisières partent d'Islande et rarement de la côte est du Groenland. Nous prenons un avion qui nous amène directement sur la côte est du Groenland, qui ramène d'ailleurs les autres passagers qui débarquent. Et nous allons maintenant aller dans cette région, et je vais être relativement bref et on va voir des images. Je vais être bref pour vous dire, en fait, il y a 3 points forts lors de ce voyage. Avant tout, si vous voulez, quand on voit le Groenland, la côte est est rarement fréquentée. Parce qu'il faut des permis, et les moins de tout. Nous y allons, nous, par habitude, et parce que, pour moi, j'ai le coup de cœur pour cette côte est, pour ce parc national qui est le plus grand du monde. Donc, nous fréquentons régulièrement cette côte est qui, pour moi, est un endroit extraordinaire. La côte ouest est la côte qui est régulièrement fréquentée par les grands bateaux. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de banquise et qu'il y a des communautés avec des ports en eau profonde. Et les grands bateaux de 200-300 places, si ce n'est parfois de 3000 places, je pense à des bateaux qui arrivent à Ilulissat, ben, ma foi, ces ports peuvent être fréquentés. Mais la côte est, il n'y a rien. Elle est très peu sondée par ailleurs. Et cette côte sud-est, entre Ittoqqortoormiit et le détroit du Prince-Christian, est certainement la plus sauvage. Et c'est en plus la côte où se trouvent tous les grands sommets. Le sommet culminant de l'Arctique et du Groenland, le sommet de Gunborg, le sommet pour lequel les Suisses auront certainement un petit clin d'œil au penchant, le mont Forel, qui a été appelé ainsi par une expédition d'alpinistes suisses en l'honneur du très grand glaciologue qui a été professeur Forel. Et donc, cette côte très sauvage, elle a la particularité d'avoir la calotte qui se donne en grand glacier. Il y a un fjord ailleurs qui s'appelle le fjord des 5 glaciers, mais il y a d'autres fjords où il y a 10 glaciers qui arrivent. Et la calotte donne des icebergs en très grand nombre. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, lors de ce voyage, dès que nous passons sur la... Alors, il y a 2 implantations, Itok et Tasiilaq, sur la côte est, mais dès que nous passons sur la côte ouest, nous irons alors dans toutes les villes les plus colorées. Vous allez le voir en image, que ce soit Nuuk, la capitale, que ce soit Qaqortoq ou que ce soit Ilulissat du Groenland. Et enfin, dernière caractéristique, c'est que nous serons en permanence dans des paysages de fjords, de grandes falaises et de montagnes. Alors, regardons les images, car les images parlent mieux qu'elles-mêmes. Ici, c'est la couverture, je dirais, de notre habitation au voyage avec ces maisons colorées au Groenland. On peut peindre la maison de la couleur qu'on veut, plus ou moins. Voilà, ça peut aller du violet au bleu franc, en passant par le rouge brique puis au bleu vif, comme vous le voyez, et toujours derrière le défilé des icebergs. Alors, la photo suivante. Je vous ai parlé du relief de la côte sud-est. C'est ça. Vous avez en haut la calotte, qui culmine à 3200 mètres d'altitude, mais vous avez surtout ces glaciers qui sont autant de rivières, autant de langues glaciaires et qui viennent décharger leurs icebergs, ce qui donne ensuite, et vous allez bientôt le voir, des fjords encombrés de glace et d'icebergs géants qui pour nous, c'est un plaisir de se promener là en bateau, de se promener là en Zodiac, également de faire quelques images de drones qui sont particulièrement impressionnantes, entre autres,
parce qu'elle montre la face cachée des icebergs, qui, vous le savez, sont bien plus profonds en mer que la partie émergée. Sur la côte est, on va s'arrêter avec des possibilités d'excursion aérienne aussi à Massalik ou Tassilac. Maintenant, cette région s'appelle Tassilac. C'est le grand village de 2000 habitants environ et qui est abrité par une baie qui se trouve dans une baie avec des montagnes fabuleuses aux alentours. Nous avons passé toute une journée dans ce village riche de musées, riche d'habitants, riche d'histoire et riche également de randonnées qui peuvent se faire depuis ce village. Mais c'est, et les photos suivantes vont le montrer, après ce village, que véritablement on rentre dans le pays des grands icebergs. Je crois que la photo se passe de commentaires. Il y a encore, alors il y a de temps en temps encore un peu de banquise. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a des ours qui sont encore présents et qui sont régulièrement présents. C'est pas un voyage qu'il faut faire pour voir des ours, hein. Mais sur les quelques voyages qui s'appelaient autrefois pics et glaciers, on a régulièrement vu un ours ou deux ours lors de ces voyages. Photo suivante. Pour nous amener maintenant, toujours dans ces cathédrales à la dérive et qui toutes viennent de ces icebergs, on s'accorde à dire qu'il y a 30 à 40 000 gros icebergs qui sont vêlés chaque année, on ne compte pas exactement par les glaciers du Groenland, dont la moitié à peu près sur la côte est et la moitié sur la côte ouest, la côte nord-ouest ou la côte sud-est. C'est là qu'il y a les grands glaciers, puis il y a des dizaines de milliers d'autres glaciers, d'autres icebergs qui sont vêlés sur la côte nord-est dans le parc national. La photo suivante va nous montrer ce qu'on s'attend à voir, hein. C'est un ours qui non pas à être dans un cadre de glace parce qu'il peut se trouver sur un iceberg, mais là, ce sont des ours qui maraudent tout l'été. Cela arrive aussi bien dans le parc national, au Spitzberg, que ici sur la côte sud-est du Spitzberg. Du Groenland, pardon. Mais la côte sud-est du Groenland, c'est avant tout, ce sont ces dômes de glace, ces grandes montagnes et ces fjords qui sont d'anciennes vallées glaciaires, vous le savez, qui découpent profondément, largement, et qui donnent ces paysages fabuleux qu'on va découvrir aussi au gré des photos suivantes. Pardon. C'est une photo qui a décidé de se colorer autrement. C'est ça. Il y a de temps en temps un jour de brouillard, on n'a qu'à se dire ça. Ici, nous sommes dans l'un des fjords les plus profonds, juste au nord du fjord de Lindenau, qui lui est connu par les alpinistes du club alpin français. Vous voyez, le fjord est taillé et il y avait toute une série d'autres vallées annexes avec des vallées qui donnent des glaciers de Piémont, comme on dit au fond, et que nous allons découvrir à pied, ou alors des glaciers qui se jettent en mer. Mais c'est ça, la côte sud-est du Groenland. Et puis, le détroit du Prince Christian, un détroit connu des navigateurs, connu des anciens explorateurs, avec un petit village, le village de Apilatok, que vous voyez ici, dans un cadre fabuleux de haute montagne. Évidemment, on s'y arrête. Oh, c'est un village d'une centaine d'âmes, 150 personnes, grand maximum, 90 seulement en hiver, mais on ne peut plus typer. En revanche, un petit peu plus loin, on va aller dans la ville, l'une des grandes villes, la 4e grande ville du Groenland, Qaqortoq, après la capitale, Nuuk, après Sisimiut, après Ilulissat, c'est Qaqortoq avec environ 3000 habitants. Et c'est de cette ville et de son port que nous partirons également, pour celles et ceux qui le désirent, pour quelques excursions pour aller voir la calotte, car lors de ce voyage, nous arrivons dans des villes, et dans des villes, il y a régulièrement des promenades qui sont proposées en avion, en hélicoptère, pour voir le Groenland, ce qui est 90% du Groenland, ou 83% du Groenland, c'est la calotte. Donc, photo suivante. Qaqortoq est connu pour son musée, mais aussi pour ses dessins, ses gravures de têtes d'Inuits, où vous le voyez, de poissons, ailleurs ce sont des baleines, ailleurs ce sont des phoques. C'est un sentier des gravures que nous irons découvrir. Et nous arriverons bientôt, oui, donc ça c'est sur la calotte avec les lagons bleus, les lagons de fonte, et puis les hélicoptères de Air Greenland qui nous y emmènent pour des moments totalement hors sol, si je puis dire. Nous sommes ici au milieu d'une part. Alors là, nous sommes dans la capitale. J'avais le choix pour vous montrer soit des grands buildings, car il y a des feux rouges, des routes et des buildings à Nuuk, environ 18 000 habitants, mais il y a aussi des petits quartiers. Et la capitale au Groenland, de ce pays de 56 000 personnes, mais grand comme 4 fois la France,
quand on parle de banlieue, ben voilà les banlieues. Hein. Voilà la banlieue de Nuuk, qui est extrêmement plaisante, mais Nuuk fut aussi un lieu où il y avait des colons danois, où il y avait des colons vikings, et ces colons danois et vikings se sont implantés et ont laissé des traces. Et aux alentours de Nuuk, ce sera pour nous l'occasion d'aller aussi remonter l'histoire pour arriver vers les implantations vikings ou les implantations danoises anciennes. C'est là notamment qu'il y a la plus ancienne maison du Groenland. Alors, photo suivante. Et nous arrivons maintenant à Ilulissat. Alors, Ilulissat, ça veut dire la ville des glaces. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes ici un petit bateau qui offre des excursions pour aller voir les champs de glace. Nous irons aussi, nous autres, avec nos zodiacs dans ces champs de glace. Quel est le phénomène? C'est que vous avez un très grand glacier qui est Vel des icebergs. Et au bout du fjord, il y a un verrou dans le fond de la mer. Donc, les icebergs sont calés dans ce fjord et le fjord est complètement pris par la glace. Et lors de la marée haute ou quand les icebergs commencent à se casser, ils sont lâchés par ce verrou en pleine mer. Mais cela donne une ville qui est entourée d'icebergs, comme on le voit aussi sur la photo suivante. Et c'est ça, Ilulissat. Ici, une excursion avec une compagnie locale qui propose d'aller voir les glaciers de haut. Mais bientôt aussi, ce sera, depuis Ilulissat, le temps, alors qu'on a fait le tour du Groenland, d'avoir un dernier clin d'œil sur ces champs d'icebergs avant de retourner en Islande. Je crois que la photo d'Ilulissat, c'est celle qui a... Oui, c'est pas grave du tout. Voilà. On a vu ces icebergs. Voilà. Maintenant, c'est pour moi, ce sera un plaisir de répondre aux questions qui peuvent se poser. Oui, Christian, merci pour cette présentation et puis pour ces retours d'images à bord de l'Ocean Nova. Alors, quelques questions en effet. Alors, on nous repose la question sur les restrictions pour l'observation d'ours. Donc, comment comptons-nous observer les ours vu les restrictions de l'année prochaine? Alors, il est clair que il y a les restrictions au Groenland, les restrictions au Spitzberg. Les restrictions au Groenland d'abord, nous n'avons pas le droit de déranger les ours. Quand nous voyons un ours, nous sommes obligés, si je puis dire, de le fuir. C'est la moindre des choses, je dirais. Bon, au Spitzberg, c'est différent. On n'a plus le droit depuis le 1er janvier, non, on a encore le droit en ce moment, mais à partir du 1er janvier 25, on n'a plus le droit d'approcher les ours à moins de 300 mètres, 500 mètres jusqu'au 1er mai, mais 300 mètres après le 1er mai. Et puis voilà, puis on n'a pas le droit de les déranger aussi. Mais ça, le fait de les déranger, ça me gêne pas du tout. Je veux dire, nous nous invitons au pays de l'ours. Quand on est invité chez quelqu'un, on met pas le bazar dans la maison. Donc, si vous voulez, on n'embête pas les gens qui vous invitent. Donc, ne pas le déranger, ça c'est normal. Mais il y a une distance. Je trouve que cette distance est exagérée. On s'est battu contre cela. On a perdu. Le gouvernement norvégien a eu raison. Bon, voilà. Donc, on n'a plus le droit d'approcher les ours à moins de 300 mètres au Spitzberg. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous faisons cette excursion banquise. Car la banquise, qu'elle soit au Groenland ou au Spitzberg, est dans les eaux maritimes. Donc, on a notre déontologie, on a notre comportement, on a notre déontologie, on a nos protocoles. On n'approche pas un ours à moins de 50 mètres. On ne le dérange pas, surtout, il ne faut pas qu'il change son comportement. Ça, ce sont nos règles. Il faut respecter l'animal. Mais franchement, voilà. Une fois qu'on est dans les eaux maritimes, ou quand l'ours se repaît d'une baleine, d'un morse ou d'un phoque, qu'on aura repéré grâce au drone qu'on envoie sur la banquise, ma foi, il n'y a aucun problème pour observer l'ours. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on passe plus de temps dans la banquise, alors qu'auparavant, quand il y avait un ours en bord de plage, on était tout content de l'approcher. Là, maintenant, on n'a plus le droit de l'approcher au Spitzberg. D'ailleurs, je rebondis sur une question qu'on nous pose souvent. Quel est le voyage où on aura la chance de voir le plus d'ours parmi ces voyages? Le banquise, c'est sûr. Alors, paradoxalement, si vous voulez, c'est c'est sur l'Explorer au mois de juillet ou d'août, fin juillet-août, qu'on aurait le plus de chance sur la côte est du Spitzberg. Mais on n'a pas le droit d'approcher les ours. Et par ailleurs, là, on parle de l'Ocean Nova. Donc, en termes d'Ocean Nova, c'est clair,
sur l'ensemble des voies. Ensuite, l'Ocean Nova va aussi au nord. Il va à Tulé et il va sur le passage du nord-ouest. Alors, en prenant l'ensemble des voyages, je vais quand même dire un mot. Banquise, oui, on verra des ours. Et les ours sur la banquise, et on va s'amuser. Voilà. Ensuite, les voyages de Spitzberg, on verra des ours, oui. Oui, on en verra. On ira aussi dans la banquise, mais on en verra. Mais souvent, il faudra rester à environ 300 mètres. Pas environ, à plus de 300 mètres. Ensuite, quand on fera le tour du Spitzberg et qu'on ira à nouveau dans la banquise vers la côte est du Groenland, oui, il y a des chances de voir des ours, mais on sera moins longtemps sur la banquise. Ensuite, à ce jour, on a toujours vu un ours ou deux quand on a fait le tour par le sud. Mais c'est pas l'endroit où on va pour les ours. Hein. Ensuite, quand on remonte, pareil. Il nous est toujours arrivé de voir au-delà de Tulé l'un ou l'autre ours. Mais les ours sont chassés, c'est pas l'endroit idéal. En revanche, sur le passage du nord-ouest, j'en parle, même si le voyage est complet ou quasiment complet, 60% de la population mondiale d'ours se trouve au Canada et se trouve vers ce passage du nord-ouest. Donc c'est là qu'on a, je pense, le plus de chances de voir des ours. Là, j'ai fait un tour un peu rapide et complet, mais parmi les 3 voyages qu'on a vus, c'est indiscutablement le voyage banquise et globalement, bon voilà. Si comme l'an dernier, on allait sur la côte est du Groenland, je dirais la côte est du Groenland. Hein. Mais encore une fois, le voyage banquise va le long de la côte est du Groenland et ça va en endroit où il y a des ours. Voilà, oui, on voit un commentaire en même temps qui parle de la fameuse croisière de cette année en septembre dans l'extrême nord-est du Groenland où ils ont pu observer 20 ours. C'était absolument incroyable. Ouais, mais 3 fois de suite. Enfin, une fois, on n'en a vu que 16. Et puis on ne courait pas après, soyons clairs. Ça ne veut pas dire qu'on se lasse des ours, mais il y a d'autres choses à voir que les ours. Quoi. Je veux dire, les ours en général sont soit sur la banquise, soit dans la toundra en train de se reposer. Ils sont en économie d'énergie, donc raison de plus pour pas les déranger. Mais bon, il y a tellement d'autres choses à voir qu'on ne fait pas une chasse ou un safari à l'ours. Non, on pourrait en voir 30 si on voulait, mais bon, on se contente de 15. Alors, une question qui, je pense, a été posée par un habitué des excursions avec vous, des explorations avec vous, puisque on nous demande est-ce que vous pourrez organiser, enfin, est-ce que vous allez organiser des raids en Zodiac pour le voyage que vous accompagnez? Oui, c'est sûr. Alors, des raids en Zodiac ou à pied, hein, soyons clairs. Hein. On aura sur ces voyages notamment le grand marcheur et spotteur d'ours d'ailleurs, Xavier Allard. Il a de grandes jambes, il marche bien et longtemps. Mais il y en aura d'autres. Donc, oui. Pourquoi est-ce que je prends ça presque sur le ton de l'amusement? C'est parce que c'est ce qui fait la différence, vous voyez. Quand on est nombreux, il est parfois difficile de stopper le bateau pendant une journée, de prendre... alors évidemment, il y a une excursion le matin, une excursion l'après-midi. Mais s'il y a des gens qui veulent, ils prennent un sandwich et puis ils partent pour la journée, que ce soit en randonnée ou en Zodiac. Et oui, c'est vrai, c'est évident qu'on va faire des longs raids. Hein. Pour 2 raisons. Hein. D'abord, une raison simple. Par exemple, cette année, il m'est arrivé, j'étais 42 jours sur l'Ocean Nova au Groenland. Il y a des endroits qui ne sont pas sondés, donc le bateau ne peut pas y aller, quoi. Hein. Ou de la difficulté à y aller, pour y aller à la vitesse toute lente. Alors bon, on y va en Zodiac, quoi. Voilà. Une fois, on a fait près de 110 km en Zodiac, comme ça. Et ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième aussi, c'est parce que il y a un côté expert, quoi. Ouais. Et ça, je veux le garder. C'est une partie de notre griffe, c'est une partie de notre spécificité. Il faut très bien connaître les endroits pour savoir réaliser telles activités. Et l'équipe qui m'entoure, pardon, moi, historiquement, ça fait depuis 73 que je suis déjà 79 au Groenland, je connais bien ces endroits, mais j'ai autour de moi des gens qui connaissent remarquablement. Et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, profitez de ces gens-là. On connaît bien ces endroits et on peut vous offrir des trucs géniaux. Alors, est-ce que pour 2026, il y aura on nous demande s'il y aura des bateaux prévus plus grands que l'Explorer? Je ne suis pas capable encore de le dire. Nous aurons, à partir du mois d'octobre, oui, le bateau de 36 places dont on parlera lors des réunions. On fait une grande réunion à Paris, on fait une autre grande réunion à Monaco, une autre à Beaune, où on présentera ces bateaux.
Je sais depuis quelques jours qu'on risque d'avoir que l'autre bateau de 36 places risque d'être livré au mois de juin, mais je ne sais pas. À ce jour, soyons clairs, 2026 se profile pour nous de manière claire, avec beaucoup de croisières en Alaska, beaucoup d'activités en Alaska et au Canada, avec 3 bateaux de 12 places qui seront positionnés entre l'ouest du Groenland, l'est du Groenland et le Spitsberg, mais nous n'aurons pas l'Ocean Nova et nous aurons vraisemblablement un autre bateau. Mais je ne suis pas encore capable, par honnêteté je dirais, de publier le programme pour 2026. Sur ce, soyons clairs, fin décembre, le programme 2026 sera fait, c'est une question de jours et de semaines là. Donc le temps que les choses qu'il faut soient signées et faites, et nous aurons le programme. Donc quand je dis fin décembre, en fait, pour Noël, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire on va dire le 20 décembre, le programme sera disponible sur notre site, je m'y engage. Voilà, puis après, donc il y a celui de 36 places, comme vous dites, qu'on présentera d'ici peu. Restez connectés, hein, et durant nos prochains événements et prochains webinaires. Donc ce 36 places, il sera disponible en 2026 pour la Norvège, puis ensuite pour l'Arctique. Donc voilà, pour le reste. Voilà. Est-ce que dans ces voyages, il y aura des excursions payantes ou des vols prévus? Oui. Oui, malheureusement, tout ce qui est vol, évidemment, n'est pas compris. Et oui, il y en aura. Alors, évidemment, je vois déjà 5% de nos gens qui disent c'est pas écologique. Oui, bon, d'accord, hein, c'est pas écologique. Mais si vous voulez, il y a 2 choses par rapport à ça. Premièrement, le Groenland, c'est de la glace à 83%. Alors, découvrir, c'est comme si on voyait Paris que sur la banlieue, quoi. Voilà. Et puis, s'il fallait prendre un métro, là, le métro, c'est 15 minutes ou 30 minutes d'avion ou d'hélicoptère pour aller dans un monde autre. Bon. Donc, c'est la découverte du Groenland se fait, oui, par voie aérienne. On peut le faire par voie de randonnée, mais là, il faut des jours. Hein, voilà. Et puis, un entraînement certain. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, il y a sur place des compagnies, il y a pas mal de compagnies groenlandaises, il y a Air Groenland, mais il y a également d'autres compagnies, je pense à Air Safari, hein, avec un Z, qui font depuis des années des excursions extraordinaires. Et à l'inverse, ce serait bête de ne pas en profiter, quoi. Je veux dire, les paysages sont tellement fabuleux. Alors, en revanche, oui. Et là, pour toutes les personnes qui le désirent, je peux pas le promettre pour demain ou après-demain, parce que les schedules, comme ils disent, leurs plans de mise en place des appareils ne sont pas encore tous faits, mais là aussi, au cours du mois de décembre, on saura. Sachez qu'il y aura des possibilités depuis Tasiilaq, depuis Qaqortoq, depuis Nuuk et depuis Ilulissat. Et on aura un catalogue de choses possibles. Et puis, comme malheureusement, ça arrive de temps en temps, ça a été le cas notamment l'an dernier, non pas l'an dernier, il y a 2 ans à Qaqortoq, et ben voilà, on est tombé sur un jour de pluie, ben, à ce moment-là, on rembourse tout et puis c'est tout. Voilà. Parfait. Et dernière question peut-être. Alors, on nous demande un petit peu le contenu des conférences qu'il pourrait y avoir à bord. C'est si varié, mais si on peut donner quelques exemples, ça dépend un peu des... Si je prends rien que l'exemple banquise, hein, du premier voyage. Sur le premier voyage, on part d'Islande, donc alors on ne visitera pas l'Islande. Ceux qui veulent visiter l'Islande sont obligés d'y aller avant, ou alors on leur organise quelque chose avant. Mais bon, voilà. Bon, mais on part d'Islande. Donc, automatiquement, on passera pas loin de l'île de Jan Mayen aussi. Donc, automatiquement, qui est une île volcanique. Donc, automatiquement, on parlera de volcans. Ensuite, on verra des baleines. On parlera des baleines. Ensuite, on passera près du Groenland. On parlera du Groenland. Ça, ce sont des thèmes, je dirais, obligés. Ensuite, on parlera de la banquise. La banquise, on a l'habitude de faire un exposé de 45 minutes ou d'1 heure, si tout va bien. Mais là, non. Là, il s'agira de voir... Alors, il y aura une conférence sur la réfraction de la banquise, une autre sur la formation de la banquise, une autre sur la banquise dans la culture inuite
enfin, ou des peuples autochtones, parce qu'il n'y a pas que des Inuits, hein, il y a aussi de la banquise en Russie, sur la culture de la banquise chez les peuples autochtones, etc. Ensuite, il y a évidemment les icebergs. Ensuite, il y a les gens qui sont allés sur la banquise. Ce sera l'occasion de faire un petit point sur les grandes expéditions de Tara ou de l'engin, oserais-je dire, ou du bateau qui va être lancé par les Français sur la banquise, une station de recherche scientifique, la station de recherche scientifique russe aussi, au pôle Nord. Ensuite, ceux qui vont au pôle Nord, hein, ça a été Nansen, etc. Bref, beaucoup de conférences, comme toujours. Notre problème est toujours que nous n'ayons pas le temps de faire toutes les conférences que l'on peut faire. On n'est jamais à court de conférences. Alors peut-être que avec 8 jours dans la banquise, on aura le temps de faire toutes les conférences, je n'en sais rien. Mais la priorité sera toujours d'aller à l'extérieur lors de nos voyages. Merci. Et enfin, peut-être une dernière, allez, 2 petites dernières questions et ensuite on arrête. Est-ce qu'on verra des oiseaux sur la banquise? On a déjà évoqué la moite ivoire, enfin, sur la banquise ou près des côtes. Alors, dès qu'on est près des côtes, on en voit. Oui, alors on verra des mouettes ivoires, oui. C'est le mois de juin, nous ne verrons plus les grands mouvements migratoires. Ils s'arrêtent en général début juin, des oies, etc. Nous verrons des oiseaux marins, mais pas beaucoup. Des guillemots, pas beaucoup, pardon, pas beaucoup d'espèces différentes, des guillemots, des mergules. Mais nous, par exemple, nous ne verrons pas de population d'éders à duvet, nous ne verrons pas, que sais-je moi, nous verrons quelques mouettes tridactyles, mais c'est un milieu très riche. Les oiseaux pourraient y aller, mais les oiseaux restent. Ils font pas ça pour faire le sport. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que s'ils peuvent se nourrir dans les fjords ou à 10 km des côtes, ils se nourrissent à 10 km des côtes, quoi. Alors, globalement, sur l'ensemble de nos voyages, oui, on verra des oiseaux. On verra beaucoup d'oiseaux. Mais quand on longera la banquise, c'est pas l'endroit idéal pour voir des oiseaux. En revanche, à partir du moment où on est au Spitzberg, alors là, c'est à plein les oiseaux. Même si on ne voit sur le premier voyage qui s'appelle banquise, enfin la remontée de la banquise, quand on reviendra sur le Spitzberg, là on a les grandes colonies de plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux qu'on verra évidemment. Voilà, et pour une dernière question peut-être, c'est sur les conditions physiques. Faut-il avoir de bonnes conditions physiques pour ces voyages? Non. Non, pourquoi? Parce que on est plusieurs guides. Je prends l'exemple typique d'une randonnée de la journée. À ce moment-là, on a 15 personnes. Ensuite, il y a des gens qui font une grande randonnée. Là, il y a 30 personnes. Ensuite, il y a des gens qui font une petite promenade. Il y a une vingtaine de personnes. Il y a toujours 10 personnes qui, elles, restent tranquillement, ou 5 personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas marcher et qui, à ce moment-là, restent tout simplement autour du bateau et font une croisière zodiaque, ce qui au demeurant nous arrange bien parce que ces gens zodiaques, nous les emmenons et en même temps on regarde s'il y a un ours qui vient vers ceux qui sont à terre. Voilà. Non, donc pas de conditions physiques particulières. C'est le but, hein, que tout le monde puisse en profiter au mieux. Et c'est pour ça qu'on a aussi une grosse équipe de guides. Vous savez, 7 ou 8 guides pour 70 personnes. Et quand je rajoute le ou la directrice de croisière, qui la plupart du temps sont aussi des guides et des conducteurs de Zodiac, ça fait un beau auto-encadrement et ça permet d'avoir des activités variées. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation et puis pour avoir répondu à toutes ces questions. Alors, n'hésitez pas hein, à revenir vers nous par mail ou par téléphone, nos conseillères ici qui connaissent tous ces régions arctiques pourront vous répondre avec la plus grande exactitude. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également à nos réseaux sociaux pour suivre en images toutes ces belles explorations et également donc à nos newsletters pour recevoir les lettres d'information sur nos nouveaux programmes et nouveaux bateaux à venir. Restez donc connectés ces prochains jours, ces prochaines semaines, puisque nous vous présenterons de grandes nouveautés dont voilà, nous avons hâte de présenter ces nouveaux projets. Si c'est terminé pour vous, Christian, je vous propose de finir ensemble sur un petit film réalisé au Spitzberg en 2023 à bord de l'Ocean Nova. Avec plaisir. Allez, je lance le film et puis je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir. Merci aussi, parce que pour moi, c'est toujours un plaisir de parler de ces régions qui me passionnent et de partager cet amour.
Merci Christian. Venir au Svalbard, c'est venir au bout du monde. C'est un endroit sauvage où la nature est brute. On vient chercher la déconnexion à 80 degrés nord. Bienvenue à bord à tous. Pour 8 jours, le bateau l'Ocean Nova est votre maison. Alors il faut 10 personnes. 10 personnes pour monter dans le premier Zodiac. Il n'y a pas de chemin de rando, il n'y a pas de port, il n'y a pas de zone de débarquement. Pendant le temps de la croisière, on ne voit plus personne et on vit entre nous. C'est vraiment une déconnexion de notre société et une reconnexion à autre chose. On va tellement à fond partout, tout le temps, nos téléphones. Là, tu es juste à atteindre, observer. C'est peut-être ça le plus dur aussi, tu vois. Prendre le temps. Le Svalbard, c'est avant tout une terre d'aventure. Bonjour à tous, bienvenue à Océan Sarskielette. On est à peine à 5 heures de Paris, sans décalage horaire. Et on arrive dans un endroit qui est absolument sauvage, ultra sauvage. C'est sport de trouver un ours, mais... Extraordinaire. C'est le rêve de ma vie, c'était de voir un ours polaire de tout près. Magnifique. J'avais les larmes aux yeux, c'est vrai. Il n'y a pas de mots en fait. Il faut juste venir et ressentir. Voilà, il n'y a pas de mots, c'est vrai. Je vous laisse sur ces belles images. Bonne soirée à tous et à toutes et à bientôt. Bonne soirée.